Lorsque vous investissez à partir de ressources qui proviennent d'un environnement, c'est quand même frustrant, c'est quand même dommage que le retour sur investissement ne se fasse pas pour le même pays. Lorsqu'on parlait du Front National, on en parle de façon anecdotique. Aujourd'hui, on en parle comme étant une entité politique qui est aux portes du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Le niveau de xénophobie, de racisme a pris des ampleurs telles qu'aujourd'hui, on n'a plus peur d'afficher son racisme. Lorsque les parents aussi s'enferment dans l'idée que « Ah ben mon fils, il est au Canada, il est bien là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il viendra faire au Bénin? Ah non, qu'est-ce qu'il va faire en Afrique ?» Parce que parfois, ce sont les parents même qui interdisent à leurs enfants de ne pas rentrer. Qu'est-ce qu'il viendra faire ici? Ils ont peur de l'empoisonnement, ils ont peur des fétiches. Les amis, on est toujours avec Régis Fassia pour assister au Masterclass sur Masterclass. Et dans la Masterclass d'aujourd'hui, Régis Fassia pointe du doigt la responsabilité politique. Il met les pieds dans le plat et il dit les choses très clairement. Le politique joue un rôle fondamental dans l'émergence du continent africain. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos pays sont dans des guéguerres inutiles. Il prend le cas de Air Afrique. Vous vous rappelez de cette fameuse compagnie africaine qui était le fleuron de notre aviation et que nous avons détruit, ou du moins que nos dirigeants anciens ont détruit par favoritisme, par clientélisme et bien d'autres. La gabégique dans cette compagnie a été à son paroxysme et ce bijou a été détruit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Chaque pays qui essaye d'avoir par-ci un avion, deux avions, trois avions, complètement désorganisé, alors qu'on a un Ethiopian Airlines qui nous montre que si on était organisé, c'est parfaitement possible de compétir avec les meilleurs au monde entier. Et Régis Fassia appelle donc clairement les leaders politiques à jouer leur rôle, notamment vis-à-vis de la diaspora. Et il propose une stratégie claire pour pouvoir développer notre continent en n'allant plus étudier ailleurs. Parce que le problème, c'est déjà ça, c'est que nous allons étudier ailleurs. Et il explique comment on pourrait créer en Afrique l'excellence africaine pour que les Africains n'aient plus à courir partout dans le monde entier chercher de la connaissance. On a besoin de ce genre de leader. Bon, il a dit que la politique, il ne veut pas du tout en entendre parler, même si chacun d'entre nous fait la politique à un certain niveau. En tout cas, il partage sa vision et il est important d'apprendre auprès de telles personnes. Et parfois, ce sont des gens comme ceux-là qui vont déposer une semence dans ta vie que tu vas par la suite fructifier. C'est super important que tu viennes te former auprès de Régis Fassia cette année, les 11 et 12 octobre, au Palais des Congrès. C'est l'un de nos key speakers qui nous viendra du Bénin. Régis, c'est un entrepreneur depuis plus de 30 ans maintenant qui a créé une entreprise de logistique qui a clairement conquis le continent africain, mais bien au-delà, et qui te partage sa passion pour l'Afrique. Il viendra te former pour que tu apprennes à faire du business sur le continent africain et que tu n'aies pas peur de rentrer. Il t'expliquera les précautions que tu dois prendre, mais en réalité, ce n'est pas simplement l'avenir, mais déjà le présent du monde qui se joue en Afrique. Et les Asiatiques l'ont compris, les Européens l'ont compris. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux chez nous. Il est plus que temps que la diaspora joue son rôle. Les 11 et 12, Régis sera avec nous à Paris pour 2 journées de formation exceptionnelles. Bénéficie donc des tarifs promotionnels parce qu'en ce moment, on a divisé les prix par 3. Tu peux assister à Back to Africa à distance, en stream, États-Unis, Canada, Australie, Chine, partout dans le monde entier, à partir de 99 € au lieu de 300 €. Et tu peux assister en présentiel à 150 € au lieu de 450 €. C'est un événement qui nous coûte 1 million d'euros à organiser. C'est une grosse machine financière, d'où l'importance que chacun d'entre nous contribue financièrement à rendre cela possible. D'ailleurs, si vous êtes une entreprise et que vous voulez participer en tant que stand ou alors comme sponsor, vous pouvez nous contacter sur notre site afriquediaspora.com. Pour le reste, allons écouter Régis Fassia. Let's go! Est-ce que, Régis, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du deuxième et tu as 2 enfants qui ont fait la même grande école française, Centrale Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas la France, Centrale Paris est dans le top 3 des écoles d'ingénieurs. Polytechnique, l'IX. Oui, mais d'habitude on dit top 3, mais oui, effectivement. Après le Polytechnique, on a Centrale Paris. Donc c'est la 2e grande école d'ingénieurs en France. Et bien souvent, les gens qui vont à Centrale Paris, ils vont quand ils n'ont pas réussi Polytechnique. En tout cas, exactement. C'est comme disent mes enfants, c'est quand on a raté le concours. C'est ça. Quand on n'a pas eu Polytechnique, généralement, on va à Centrale Paris. Mais tes 2 enfants travaillent en France. Qu'est-ce qui explique que toi, qui es le chantre, l'apôtre du retour en Afrique, tu ne sois pas parvenu à convaincre tes propres enfants? D'abord, il y a une expression qui dit que le cordonnier est toujours le moins bien chaussé. Oui. Donc, je le prends pour moi, cette expression. Et je pense que c'est l'une de mes plus grandes souffrances, de voir mes enfants se désintéresser complètement de mes activités. Et je pense que l'erreur que j'ai commise, et beaucoup de personnes me l'ont dit, c'est que je n'ai pas su les impliquer dès leur jeune âge. J'aurais peut-être dû
Et c'est ça que je voudrais vous recommander, vous, en tant que chef d'entreprise, très tôt. Commencez à amener vos enfants dans votre entreprise, qu'ils découvrent comment ça se passe, qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qu'on y fait. Je n'ai pas eu ce réflexe. J'ai été absorbé par effectivement Hmm. d'autres choses. Et aujourd'hui, je me rends compte que, et comme je le dis souvent, je l'ai toujours dit, les ressources qui ont permis de payer leur formation, leurs études, sont des ressources qui proviennent de l'Afrique. Alors, Ça, c'est un point important. lorsque vous investissez à partir de ressources qui proviennent d'un environnement, c'est quand même frustrant, c'est quand même dommage que le retour sur investissement ne se fasse pas pour le même pays. Lorsque je vois aujourd'hui mes enfants et d'autres enfants, parce que la plupart des enfants qui sont à l'étranger, les parents dépensent des fortunes pour payer leurs études. Et cet argent-là vient de l'Afrique. Et c'est de grosses... Il y a même parfois des enfants qui ont fait les écoles françaises, qui coûtent peut-être 2 millions, 3 millions par an, qui ont fait tout le cursus jusqu'au bac, et après vont en Europe ou aux États-Unis. Alors imaginez un peu tout ce que les parents ont dépensé comme ressources, qui provient de l'Afrique, qui provient de notre travail africain. Et les enfants finissent leurs études et ils créent de la richesse pour la France, pour le Canada, pour les États-Unis. C'est une aberration. Et c'est ça qui va nous maintenir dans un état de pauvreté. Parce que c'est les ressources humaines qui font la richesse d'un peuple. Mm. Et par rapport à mes enfants, puisque c'est de ça qu'il s'agit, moi, je continue de nourrir l'espoir qu'un jour, eh bien, le déclic leur parviendra et qu'ils vont comprendre que on n'a rien inventé de mieux que d'aller dans son propre environnement pour s'épanouir. Moi, je ne vois pas du tout comment est-ce qu'ils vont véritablement s'épanouir complètement dans un environnement qui leur est hostile. Parce que, contrairement à eux, nous, à l'époque, quand on était en France dans les années 80, les années 90, lorsqu'on parlait du Front National, on en parle de façon anecdotique. Aujourd'hui, on en parle comme étant une entité politique qui est aux portes du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Le niveau de xénophobie, de racisme a pris des ampleurs telles qu'aujourd'hui, on n'a plus peur d'afficher son racisme. Et quand je vois ça, je me dis, mais il n'y a qu'une seule solution. Enfin, il y en a deux. Une bonne formation. Je croise en l'étude. Je pense que les études, c'est fondamental pour nos enfants. Et c'est fondamental pour tout le monde. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour nos pays, pour faciliter les études. Vous savez, il y a des choses que le Bénin a réussi. C'est de rendre national les diplômes. Avant, chaque école faisait son diplôme. Il y avait la licence de tel pays, fait telle école, telle école. Aujourd'hui, la licence est nationale. Le master est national. Donc, ça permet de crédibiliser et de valoriser le diplôme. Mais une fois qu'on a ça et qu'on est à l'étranger, on peut travailler 1 ou 2 ans pour avoir de l'expérience. Mais au-delà de cela, il faut rentrer dans son pays. Même si le niveau de rémunération n'est pas le même, ça peut se comprendre. La baguette en France coûte 1 euro. Ça fait 650 francs CFA. La baguette coûte combien au Bénin? Parce qu'il y a des indicateurs qui permettent aussi de mesurer le niveau de vie. Alors, si la baguette coûte 1 euro en France et que le SMIC est 1300 euros, ça se comprend. Alors, si la baguette coûte 125 francs CFA à Cotonou et que le salaire médian est 300, 400 000, c'est tout à fait justifiable aussi. Donc, ne décontextualisons pas les choses. Restons dans une mesure raisonnable par rapport aux choses et expliquons à nos enfants. Mais les parents ont un rôle important à jouer. Lorsque les parents aussi s'enferment dans l'idée que ah, ben mon fils, il est au Canada, il est bien là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il viendra faire au Bénin? Ah non, non, qu'est-ce qu'il viendra faire en Afrique? Parce que parfois, ce sont les parents même Bien sûr. qui demandent, pour ne pas dire qui interdisent à leurs enfants Tout à fait. de ne pas rentrer. Qu'est-ce Mais que tu vas venir faire ici? voilà, c'est le mot ça. Qu'est-ce que tu viendras faire ici? Ils ont peur de l'empoisonnement, ils ont peur des fétiches, ils ont peur. Alors que c'est Parfois même, ils ont peur des opportunités parce qu'ils se disent que tu vas quitter 3 000, 2 000 euros en France pour venir prendre 400 000 ici, alors qu'ils ne réalisent pas ce que tu viens de dire. Alors, le C'est le problème, même c'est que niveau de les vie. 2 000 euros, il faut faire le calcul de ce que ça coûte derrière. C'est ça. Le transport, le loyer, les impôts et tout le reste par rapport à ce que vous avez au Bénin. Et sans compter ce qu'on appelle la qualité de vie. Vous savez, c'est extrêmement important, la qualité de vie. C'est même l'élément le plus... Et c'est même, je pense que vous-même, vous savez de quoi on parle. Vous avez vécu en France longtemps, maintenant vous êtes établi en Côte d'Ivoire, en attendant d'aller au Cameroun, parce que je l'espère pour vous. Et très honnêtement, vous voyez bien, pour vos enfants, le niveau de qualité de vie. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour nos économies, pour nos pays, pour notre futur, ben, il faut que nos enfants rentrent. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est encore plus choquant. Vous savez, dans la plupart de nos pays de la sous-région,
il y a des élèves qui ont le bac avec mention très bien. C'est ce qu'on appelle des enfants doués. Eh bien, il y a un mécène que je respecte parce qu'il fait un travail assez extraordinaire, au Don Valley, pour ne pas le nommer, eh bien, qui fait le tour des pays africains, le Bénin, le Togo, le Sénégal, et qui récupère toutes ces pépinières d'enfants excellents, les emmène en France. Une fois qu'ils sont en France, ils font souvent le lycée Louis-le-Grand. On leur fait repasser le baccalauréat, qui refont la terminale. Pour moi, lorsque vous faites repasser le bac à un enfant qui a eu la mention très bien au bac, qui a eu 20 en physique, 20 en mathématiques, ce n'est pas pour les mathématiques, c'est pour qu'ils comprennent mieux Molière, qu'ils comprennent mieux la culture française. Pour moi, c'est ça. Et une fois que ces enfants terminent et qu'ils passent les concours, parce qu'après ils font les prépas, à Louis-le-Grand, ils passent les concours, ils font Polytechnique, ils font Centrale, ils font Télécom Paris, ils font tout ce que vous voulez, mais ils ne rentrent pas en Afrique. Ils restent en France. Ça veut dire que lorsque ce mécène qui part d'une excellente idée qu'il faut saluer, lorsque ce mécène mène cette démarche et récupère ce potentiel extrêmement brillant de nos pays africains, eh bien, une fois que les enfants finissent, ils ne reviennent pas en Afrique. Et je pense que c'est le rôle de l'État. Il revient à l'État, dans la plupart de nos pays, d'identifier tous ces petits, parce que dans tous les pays du monde, il y a des enfants qui sont surdoués, qui sont excellents, qui sont brillants. Mais il revient à l'État de récupérer tous ces petits-là, de les envoyer faire des formations, de suivre leur formation et de faire en sorte que, au terme de la formation, qu'ils rentrent. Je pense même que nous devrions avoir dans nos pays, au sein des ministères des Affaires étrangères, un département qui est dédié aux Africains qui travaillent. On appelle ça la diaspora, mais moi je ne parle pas le terme de diaspora, il y a de tout dedans. Moi je parle des jeunes brillants, des talents. Il doit avoir un moyen de les recenser, eux tous, de voir ce qu'ils font, de leur proposer des opportunités, d'avoir un annuaire. Je pense que le Bénin a fait un travail dans ce sens. Et chaque fois, dès qu'il y a une opportunité, on leur fait appel. Dès qu'il y a une ouverture, on leur fait appel. On les met en confiance. Je pense que la volonté politique pourrait valablement permettre à ces jeunes de rentrer sans se dire que « Ah, moi je ne connais personne. Ah, moi je n'ai pas de personne, je n'ai pas d'amis dans le gouvernement. Je n'ai pas de parents qui peuvent me positionner. » Eh bien, s'il y a une volonté politique et qu'il y a une stratégie d'accompagnement et de suivi de ces jeunes-là, ils vont rentrer. Et c'est eux qui vont construire nos pays. Parce que nous, à 60 ans, vous comprenez que nous, on est partants. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'ils vont continuer à travailler pour la France, pour le Canada, pour les États-Unis, alors que ce n'est même pas des pays où on leur reconnaît leurs valeurs? Vous savez, lorsqu'on parle des concours, on parle de Polytechnique, de Centrale, tout ça, mais dans le concours, il y a ce qu'on appelle le quota étranger. Dans les grands concours, en tout cas, en l'occurrence, l'X et Centrale, il y a le quota étranger. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que même la discrimination est déjà dans le concours. Même la discrimination est déjà dans le concours. Alors, lorsque tu fais un concours dans lequel tu as un quota étranger, ça veut dire on te dit clairement que, bon, écoute, hein, c'est pas pour toi. Et quand tu finis, pour moi, ça va de soi que tu te dis, bon, écoute, tu vas rentrer. J'ai rencontré un jour un jeune homme, un jeune Malien, dans le campus de Centrale Paris. Je lui ai dit, mais il avait l'air perdu. Qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit non, qu'il a été le premier au bac au Mali et qu'il a eu une bourse qui lui a permis de venir en France et qu'il était inscrit à la fac de mathématiques dans une province et qu'il a lu dans les journaux qu'il y avait des concours d'école et que lui, il a choisi de passer le concours de Centrale Paris. Je lui dis, mais tu aurais pu passer le concours de l'X? Il m'a dit, mais c'était un peu plus cher, c'était 200 € plus cher. Pour 200 €, ce jeune homme n'a pas pu passer le concours de l'X. Effectivement, il a fait ses 3 ans et aujourd'hui, il bosse en France. Il n'est pas retourné au Mali. Pourtant, lui-même, il m'a dit qu'il a obtenu une bourse de l'État malien. Ça, c'est le pire, le scénario, parce qu'il y a beaucoup de boursiers d'États africains dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est l'État qui a payé jusqu'à ses études supérieures. Il a même eu une bourse tous les mois. Oui, les Maliens, en plus, l'État du Mali le fait énormément, je le sais, parce que
J'ai été invité à plusieurs reprises à intervenir auprès de la diaspora, enfin des étudiants maliens qui sont dans des écoles, ils ont des associations comme ça. Et de temps en temps, ils m'ont invité à venir discuter avec les jeunes pour leur donner l'envie de l'entrepreneuriat et l'ambition de réussir dans la vie. Et effectivement, ils sont pris en charge, c'est l'État qui paye, ainsi de suite. Et c'est surprenant que ces mêmes jeunes-là, quand ils finissent, chacun va travailler à gauche, à droite. Oui, c'est parce que nos pays ne sont pas organisés. Vous savez, en France, c'est très organisé. Lorsque tu es boursier en France et que tu fais une école comme l'X et que tu veux aller travailler dans le secteur privé, on appelle ça payer sa pantoufle. Tu rembourses à l'État ce qu'il a investi sur toi. Et il y a des mesures coercitives pour t'obliger à rembourser. On peut faire la même chose. On peut mettre en place un certain nombre de mesures coercitives pour obliger les jeunes boursiers à rentrer. C'est trop facile. Je dis bien des mesures coercitives extrêmement dures. C'est pas compliqué. Il faut le passeport, non, pour voyager. Si on bloque leur passeport, on dit, ou alors vous remboursez. Et le but n'est même pas de rembourser, parce qu'on ne les a pas envoyés pour qu'ils remboursent. On les a envoyés pour venir travailler et ensuite aller servir leur pays. Et je pense véritablement que de la part de nos pays, de nos États, il y a un peu de négligence. Il y a un peu de laisser-faire. Et le jour où nos États vont se réunir, vont se mettre ensemble pour dire, désormais, nous allons mettre en place des mécanismes régionaux pour empêcher que ces ressources que nous finançons pour leur permettre de faire des études, qu'on puisse les capitaliser et leur permettre de revenir aussi, ils vont rentrer. Mais en fait, ce que tu dis, ça mériterait même toute une émission. Il y a la France et beaucoup de pays occidentaux en profitent allègrement. Mais bien sûr. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le talent, il y a ce qu'on appelle le passeport talent. Oui, bien sûr. Et tous les pays occidentaux, je voulais parler de ça, ont créé des équivalents C'est pour cela que pour attirer des talents. il faut aussi que nous puissions avoir des accords avec ces pays-là pour leur dire, écoutez, ne prenez pas toutes nos ressources. Ne prenez pas toutes nos ressources. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions vraiment mettre en place des mécanismes. Vous savez, moi, j'aurais été dans une telle réflexion, je peux même mettre en place un système qui fasse que lorsque quelqu'un est boursier, dans l'accord qui me lie avec la personne, on prend un accord aussi avec l'État pour dire, comme il est boursier, dès qu'il finit, obligation de rentrer. Obligation de rentrer. Parce que c'est un boursier de l'État. Mais c'est quand même logique, c'est cohérent. Mais bien sûr. Et même quand on te donne le QTF, on te dit que... Parce que c'est ça qui est paradoxal, c'est que la France choisit qui elle veut garder, qui elle ne veut pas garder. Tout à fait. Quand elle te donne le QTF, elle te rappelle que tu es venu ici pour étudier. Tes études sont finies, tu rentres chez toi. Voilà. Et quand tu as fait une grande école, c'est la démarche inverse. Ben oui, bien sûr. Il faut que tu restes. Exactement. Donc, en fait, excusez-moi, ça voudrait dire que les personnes hautement qualifiées restent et les autres, on nous les envoie. C'est ça. Mais ça va durer combien de temps?